que voyager, j'étais là pour aller chercher un texte. Et cette évidence est apparue le premier jour où je me suis retrouvé sur le trottoir de manière très prosaïque. J'ai rencontré un vieux monsieur qui gueulait dans la rue et qui gueulait en chinois. Et comme je me promène avec un fauteuil, ce monsieur n'était pas très grand. Il y a eu effectivement un premier corps à corps, parce qu'il était très démonstratif, il prenait toute la ruelle, et on s'est trouvé nez à nez comme ça. Et il m'a regardé, et bon, ce qu'on fait dans ce cas-là, on sourit, on ne sait pas trop, et il m'a parlé en anglais, ensuite il m'a parlé en allemand, et il a parlé une sorte de mélange de langues pour m'expliquer qu'il revenait de chez sa fille, qui venait de faire fortune et qui avait acheté un appartement de millionnaire dans une de ces incroyables tours qui fleurissent chaque matin à Shanghai. Et lui, c'était un vieux monsieur à la retraite qui était parqué dans un hospice pour personnes âgées, pour vieux. Et il espérait que sa fille l'adopte, l'accueille, lui offre enfin la vue panoramique sur la ville qu'il a construite durant toute sa vie. Et sa fille l'a foutu dehors. Il lui a dit retourne dans ton hospice, je ne veux plus te voir. Lui était là, il était mortifié. Et il m'a expliqué que sa retraite lui permettait, en tant qu'ingénieur, de se payer une chambre à 5 lits. Et que s'il avait eu une retraite un peu plus grande, il aurait pu avoir une chambre à 3 lits, mais qu'avec sa chambre à 5 lits, il essayait de tuer les quelques années qui lui restaient à vivre et qu'il finirait ses jours. Et je lui ai demandé, mais combien est-ce que vous gagnez ? Et il m'a donné un chiffre, et ce chiffre était très exactement la somme que l'Association des écrivains de Shanghai a posée sur ma table de nuit comme argent de poche pour l'écrivain invité. Et donc là, c'est la leçon de Bouvier, gagne ta croûte, alors elle m'était offerte en voyageant, si tu veux savoir ce qui se passe. Donc ce vieux chinois m'a mis le stylo dans la bouche, et voilà, le texte est né comme ça, dans cette rencontre tonitruante avec ce vieux monsieur. D'accord, ça fait un peu Père Goriot en chinois, hein? Alors là, tu t'es dit, il faut que... Et là, j'ai pris, je me suis dit, je vais prendre au pied de la lettre, et je vais faire quelque chose. Parce que c'est rencontre. Parce que c'était pas un contrat, c'était pas une obligation d'écrire sur la Chine en étant invité. Non, pas du tout. On voit ensuite dans le journal Shanghai Daily, on se rend compte que les écrivains font des lectures tous les 3 jours, une fois ici, une fois dans un hôtel, une fois dans un... Et que ça fait partie de l'offre culturelle, un peu comme à Rome. On imagine qu'on fait partie de ces gens qu'on attrape dans les territoires extérieurs pour distraire le bon peuple de Rome pendant l'été. Et les écrivains étaient annoncés avec, je me souviens, un type qui était des bergers des Landes sur échasse, qui arrivait en costume avec les vestes fourrées, et puis des joueurs de flamenco. Et le même jour, et les écrivains du monde entier. Donc ça resitue. Ça fait un peu programme de cirque presque. Oui, mais c'est chouette parce que du coup, toute cette espèce de mythe qu'on construit au départ, se dire je pars en Chine avec dans ma tête tous les textes qu'on emmène avec soi, toutes ces images préconçues, toutes ces idées, et aussi un petit peu la fierté, le polish. On se dit, mais bon, j'ai été repéré, on me met dans un avion, et du jour au lendemain, évidemment, tout ça est balayé d'une page de journal Shanghai Daily. Et c'est là que ça commence. C'est aussi la première question que je me suis posée en arrivant, c'est quand est-ce que j'arrive en Chine ? Est-ce que c'est lorsque l'avion, après des heures d'être mal assis, on voit l'aplomb Oulan-Bator, parce qu'on entend Oulan-Bator, ça on reconnaît, on regarde, et puis quelques petits agrégats de bâtiments sur une immensité, le désert de Gobi, d'un brun lumineux et infini. On se dit non, ça va être plus tard qu'on arrive. Et puis l'avion se pose, et puis on arrive dans un aéroport flambant neuf, on se dit la vie va être grouillante, puis il n'y a personne. Il y a quelques types qui dorment comme ça, vers
pylône. Puis on se dit non, alors la Chine, ce sera plus tard, ce sera tout à l'heure. Et ce plus tard, tout à l'heure, est-ce que ça va être le lit? Enfin, on se met dans un lit, on se dit bon, maintenant, la nouvelle journée va commencer. Et ce premier moment, ce tenté du voyage, il ne s'est jamais présenté. Il s'est fondu dans la fusion du mouvement et du mouvement d'écrire. Et il ne s'est toujours pas produit aujourd'hui. Il faudrait y retourner, bien sûr, pour se dire bon, où est ce fichu tenté du début du voyage? Voilà, mais je vous propose d'écouter maintenant le début du livre et de plonger justement dans Shanghai avec le début de Béton armé. Shanghai n'est pas une ville. Ce n'est pas ce mot qui vient à l'esprit. Rien ne vient. Puis une stupeur face au bruit. Un bruit d'océan ou de machines de guerre. Un tumulte, un infini de perspectives, d'angles, de surface, amplifiant le vacarme. Toutes les foules d'Elias Canetti se coupent ici, se heurtent, se multiplient, fuient à l'horizon, ou s'enroulent autour des points fixes, kiosques, bouches de métro, abris de bus, passages piétons. Des foules en procession, des foules fermées se pressent dans les parcs. Des foules semi-ouvertes, radiocentriques, chatoyantes, s'écoulent de la rue vers l'intérieur des hypermarchés, flux de chair et de choses, flux d'essence, giclant de vitrine en vitrine, grasse-pattes, filoche de doigts, odeur. L'espace grandit encore. Des foules béantes s'étirent à perte de vue, disséminées le long des voies de chemin de fer ou étirées par les câbles de milliers de grues. Des foules miroirs, enfin, se font face sur les boulevards, étrangement statiques, mastiquées, balançant leurs yeux et leurs cheveux noirs, chacune hypnotisant sa moitié complémentaire. Shanghai est à la fois mangouste et cobra. Shanghai. Ce nom explose sous sa masse. Dans aucun pays, sous aucun régime, l'homme n'a produit un tel Dieu. Il tranche l'espace, il prolifère. Irrésistiblement, le petit jeu des analogies se met en place. À quoi ressemble ce qu'on n'a jamais vu? Des images folles se bousculent. Le réel est une machine à rêver. Le nom des rues, les affiches, les manchettes, les voix, la foule, tout cela se combine au visage identique au premier regard, le peuple, le voici, le peuple chinois, taureau, dragon, le peuple du labour, de la révolution. Soudain, une femme enceinte se retourne, elle s'arrête dans un grondement de poubelle, le gyrophare d'un camion Ben passe sur elle, elle clignote comme un hologramme, elle est grande, sauf son ventre qu'elle soutient à deux mains, son corps est décharné. Le flash, la balaie, puis la poussière, le martèlement de l'avenue, puis la puanteur de la benne, puis toute la ville, jaillissant de la plus lointaine épaisseur de la terre. Shanghai défile sous le masque anonyme de la foule n'existe plus. Les masques tombent. C'est maintenant la vie incarnée, à cet instant, en ce lieu précis, qui explose devant moi, pour moi, et qui m'éveille, et qui m'enfonce la tête entre les cuisses de cette femme, à l'intérieur de son ventre, où se concentre toute la chaleur de son corps, et qui me fait naître à 6 heures du soir, là, dans cette rue, dans la peau de tous les individus seuls au monde, de tous ces pauvres types, de toutes ces pauvres filles, crevant de faim et de désir. Ce n'est pas une ville que voit celui qui débarque à Shanghai, mais
un symbole incandescent d'humanité. Merci beaucoup. Je crois que vous avez été frappé comme moi par le rythme de cette lecture. Moi, j'étais déjà frappée en lisant le texte moi-même, mais en vous écoutant encore plus par la manière dont ce texte est rythmé. C'est vraiment, c'est pas un récit de voyage, hein, c'est un poème, ce sont des poèmes en prose. J'ai aussi pensé à Rimbaud, parce que vous commencez par Shanghai n'est pas une ville. Et Rimbaud a écrit des poèmes qui s'appellent Villes, dont l'un commence par Ce sont des villes. Vous prenez un peu le contrepoint avec Shanghai, on pense à Rimbaud, il y a aussi à d'autres poètes qu'on pense, mais en tout cas c'est un texte très poétique. Ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'au début vous parlez d'une naissance. Vous arrivez dans une ville et tu parles d'une naissance. Pourquoi une naissance au début? Je ne peux pas rabattre, ou plutôt la question qu'on se pose, pourquoi est-ce qu'on écrit? Est-ce que par exemple, si on avait eu un autre corps, on aurait écrit, ou on aurait écrit différemment, ou on aurait écrit mieux ou moins bien? Ça n'a aucun sens. Et pourtant, on doit bien choisir un scope ou un point d'appui pour voir. Et parce que moi, je suis sans doute assez flemmard, j'ai pris la chose qui était la plus spectaculaire, et c'était sans doute pas forcément la meilleure idée, mais j'ai pris la chose la plus spectaculaire, c'était un corps avec ses contraintes et ses spécificités. Et ce corps qui se brise m'a sans cesse rendu solidaire de phrases qui me mettaient dans le costume de celui qui allait devoir discuter avec ce corps, et de phrases qui signifiaient « la vie que tu vois n'est pas la vie, les livres que tu lis ne sont pas les livres », qui me portaient dans la négation de la réalité qui m'était proposée, puisque mon corps, il fallait d'abord le nier lui-même dans son agressivité. Et petit à petit, l'ailleurs que j'ai, comme tout un chacun, fantasmé, et que j'ai énormément fantasmé au point d'en crever dans ma chambre et dans mon immobilité, cet ailleurs s'est soudain proposé sous ce mot Shanghai, un mot qui signifie tu vas y laisser des plumes, 2, tu vas devoir te réinventer. Et alors, très biographiquement, bêtement, platement, la projection de celui qu'on est et qu'on construit, pour moi, à travers la poésie, la lecture des poètes, la lecture, cette fiction a volé en éclats, parce que j'ai voulu qu'elle vole en éclats, parce que je me suis dit, tu es au bout de ton misérable petit tas de secrets. Tu dois maintenant te confronter à quelque chose qui est de l'ordre du pur désir. Tu dois réussir à te mettre dans la peau de celui qui n'obéira qu'au diktat du désir, et tu en paieras le prix. Et j'étais très conscient de ça en partant à l'autre bout du monde, et je l'ai évidemment payé vachement cher, mais ceci n'est pas le texte. Le texte, ça a été cette collision où l'esprit de celui qui est dans ses livres et qui imagine le monde se retrouve confronté à une réalité qui, pour le coup, lui apparaît comme non seulement rivale, mais extrêmement supérieure à son propre univers mental. Supérieure, pas forcément parce que plus grand, mais parce que capable de surprise. Il y a 2 notions qui reviennent dans ton texte, c'est la douleur et l'émerveillement. Donc justement, il y a la surprise, vraiment l'émerveillement, et il y a la douleur qui reste aussi. Il y a les 2 choses. Dans un corps immobile, l'écriture, je prends la métaphore du chasseur. Durant de nombreuses années, j'étais à l'affût du langage. Je me suis fait mes murailles et mes petits trous pour viser. J'ai sorti mes arcs, mes flèches, en attendant qu'une bonne phrase se pointe, et crac,
lançais j'essayais de la saisir. Et donc j'étais dans un rapport très passif et très attentif et très attentiste. Et d'être parti a changé ce rapport de chasseur à l'affût. Je suis devenu traqueur. Et traqueur parce que j'avais la trouille, mais surtout traqueur parce que je suis parti en piste. Je suis parti à la recherche de quelque chose. Et lorsque je me suis retrouvé dans cette espèce de ville dingue, l'une des premières constatations, c'était je ne vais pas essayer de la décrire, ou je ne vais pas seulement essayer de la décrire, je vais aussi essayer de l'écrire comme si j'y vivais. Et cette espèce d'interface, de torsion, de position face à la ville a été nourrie par une perpétuelle position de contre-pied. Lorsque je voyais quelque chose de joyeux, j'avais un cafard noir, qui n'était pas seulement dû au décalage horaire, enfin, ça s'est prolongé. Et lorsque je voyais quelque chose de grave, parce qu'il y a beaucoup d'accidents, parce que la vie est dure, et juste parce que c'est la vie, je me sentais galvanisé. J'avais le sentiment de pouvoir bouffer le monde. Et ce déséquilibre entre la réalité objective et l'appropriation émotionnelle, puis traduction dans le langage, ne m'a pas quitté. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu deviens dingue, c'est parce que tu es en Chine que tu te mets à voir et à penser sans cesse dans la contradiction et sans cesse dans la négation de ce qui se produit de manière évidente. Une chose triste, quelqu'un qui se casse la gueule, quelqu'un qui meurt sur le trottoir, il n'y a pas de raison d'être exalté. Et c'est progressivement que l'écriture a dégagé un horizon là, dans cette tension. Un horizon qui disait la ville se présente à toi et tu vas essayer de la servir. Et la ville veut t'asservir, tu vas essayer de construire ton histoire. Tu vas voir autre chose. Tu es là, mais quelque chose d'autre t'appelle en Chine. Ta Chine, elle n'est pas une Chine fantasmée, elle n'est pas une Chine onirique. Il y a une réalité intriquée et éminemment mordante et éminemment corrosive qu'on trouve là, à Soleure, partout, mais qui pour moi, pour la première fois, m'a sauté à la gorge. Et le pacte alors était clair, soit le livre sera réussi ou possible si je peux appareiller ces deux choses. Si je peux décrire et me laisser vivre dans cette vie.